Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sofia Alvarez fut appelée en urgence pour nettoyer le sol de la salle de réunion où l'un des avocats stressés avait renversé un verre d'eau dans le chaos. Elle entra, poussant son chariot de ménage, portant un t-shirt délavé des Peanuts qui montrait clairement qu'elle n'avait pas prévu d'être là à cette heure. En s'agenouillant pour nettoyer la petite flaque dans un coin, à peine visible, le chaos éclatait au-dessus de sa tête. Julian Carter, le PDG sévère et sérieux de Carter & Reed, appuyait ses doigts sur son front, les yeux plissés. 11 avocats parlaient tous en même temps, se blâmant mutuellement, citant des cas juridiques, se contredisant sous la pression. L'ambiance était tendue. Tout tournait autour de la clause 38B du contrat avec le groupe Caldwell. S'il ne trouvait pas une faille juridique, l'entreprise ne perdrait pas seulement des millions, elle perdrait la confiance du marché. Et pour Julian, cela valait encore plus cher. C'est une bombe juridique, dit un avocat. La clause est verrouillée. Impossible de la contourner. Julian soupira, frustré, et dire que vous avez étudié à Harvard, Yale et Columbia pour venir ici sans rien. Sofia se déplaçait discrètement à l'arrière de la salle, sa serpillière glissant gracieusement, les yeux feignant de ne rien remarquer. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers le tableau blanc où la clause était écrite, entourée de notes griffonnées, elle dit d'un ton désinvolte, « Ça ne ressemble pas à une clause verrouillée. On dirait plutôt un problème de structure. » Elle a été rédigée à l'envers par rapport à la logique de l'article 127 du Code fédéral des contrats. Le silence tomba comme si quelqu'un avait débranché la pièce. 11 têtes se tournèrent lentement. Julien aussi. Ses yeux gris se posèrent sur la jeune femme en jean délavé, qui ajustait maintenant son seau. « Comment savez-vous cela » demanda-t-il, d'un ton sec. Sofia se tourna vers lui sans baisser les yeux. « Parce que je l'ai lu. C'est dans l'un des livres que j'ai chez moi. » « Quel genre de livre ?»« Droit civil et des contrats. J'ai toute une collection. Un professeur qui vivait dans mon quartier me les a donnés. Je lis un chapitre par soir après que mon fils s'est endormi. » Un avocat toussa avec mépris. Un autre, visiblement agacé, dit, « Avec tout le respect que je vous dois, c'est un cadre professionnel ici. » Sofia sourit. « Et ce que j'ai dit, c'est faux ? Parce que si c'est juste une question d'uniforme, je peux porter un tailleur demain. J'en ai acheté un par erreur en pensant que c'était un sweat. » Julien regarda Sofia comme si elle était un code qu'il ne pouvait déchiffrer. « Avez-vous étudié le droit ?»« 3 ans. Il me manquait 1 an pour obtenir mon diplôme, mais la vie s'en est mêlée. Travailler est devenu plus urgent qu'étudier, mais je n'ai jamais arrêté de lire. Je n'ai juste pas eu le diplôme. » Il se leva lentement, passa devant les autres avocats comme s'ils n'existaient pas, sauf elle. Il s'arrêta à quelques pas. « Répétez ce que vous avez dit, en détail. » Sofia posa la serpillière et croisa les bras. La clause 38B a été rédigée avec une structure qui dépend du paragraphe conditionnel de la section 14, mais elle va à l'encontre de l'article 127 du Code fédéral. Cela ouvre la porte à son annulation pour ambiguïté d'interprétation, surtout si vous l'argumentez en vous basant sur le précédent Harper contre Summit Energy, 2019. Un autre silence. Cette fois, personne ne toussa. Julienne garda les yeux sur elle. Pour la première fois depuis des années, son visage ne montrait aucun jugement. On aurait dit qu'il voyait quelque chose qui ne rentrait pas dans les tableurs bien ordonnés auxquels il était habitué. Vous avez lu l'affaire Harper contre Summit 2 fois. L'argumentation de la défense était brillante, mais j'aurais conclu avec une citation différente. Je trouvais la dernière faible. Un avocat tenta d'interrompre. Ça ne peut pas être exact. L'analyse a été faite par des experts. Peut être qu'elle confond des termes. Sofia haussa les épaules. Alors relisez attentivement chez vous. C'est à la page 197 du volume 2 de la série du professeur Bianchi. C'est une bonne lecture après le dîner. Julien croisa les bras. Son visage montrait un mélange d'incrédulité et de curiosité. Pour la première fois de la matinée, il n'avait pas l'air ennuyé. Il avait l'air intrigué. « Comment vous appelez-vous »« Sofia Alvarez. »« Mademoiselle Sofia Alvarez, parlons dans mon bureau. » Elle cligna des yeux. « Mais le sol est encore mouillé. Que les avocats fassent attention où ils marchent, dit-il en se tournant vers eux. Ou est-ce trop demandé ? La réunion se termina dans le silence. Sofia, pas tout à fait sûre si c'était une punition ou une promotion, poussa son chariot de ménage dans le couloir avec un sourire en coin. Le bureau de Julian était calme, comme si même les meubles savaient qu'il n'y avait pas de place pour le bruit superflu. Sofia entra, poussant le chariot de ménage mais elle le laissa dehors, non pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce qu'elle savait que ce n'était pas ce qu'il voulait d'elle à ce moment-là. Julian se tenait près du bureau, tenant une tablette. L'écran affichait une longue clause pleine de virgules compliquées et de termes bureaucratiques. Il ne dit rien tout de suite. Il lui fit simplement signe de s'asseoir.
Sophia regarda la chaise élégante comme si c'était un trône tout droit sorti d'un film. Elle s'assit lentement, ajustant son t-shirt Peanuts, qui semblait encore plus déplacé qu'un chat dans un tribunal. Cette clause ici, dit enfin Julian, a été utilisée comme modèle dans un contrat de fusion entre deux entreprises énergétiques en Floride. L'un de nos avocats pense qu'elle pourrait être utile. Qu'en pensez-vous? Sophia lut rapidement les premiers paragraphes à l'écran. Ses yeux glissaient naturellement sur les mots. Quand elle eut fini, elle s'adossa et parla calmement. Ça fonctionne si le but est de semer la confusion chez celui qui la lit. Cette clause est jolie, pleine de termes techniques, mais elle cache l'essentiel derrière 5 subjonctifs et 2 ambiguïtés. C'est un piège, et pas même un bon. Julian haussa un sourcil. Expliquez. Eh bien, la phrase transfert de responsabilité contractuelle précède la clause conditionnelle, ce qui entre directement en conflit avec l'article 21 du Code civil. Si un juge attentif la lit, il y verra une omission intentionnelle. Vous mémorisez les articles? Non, je comprends leur raisonnement. Le numéro, c'est juste l'adresse. Le contenu, c'est ce qui compte. Julian regarda la femme devant lui comme s'il voyait une pièce d'échec qui n'était pas sur l'échiquier auparavant et qu'il réalisait soudain qu'elle était la plus dangereuse du jeu. Et celle-ci? Il fit glisser la tablette, ouvrant un nouveau document. Clause de protection des actifs en cas de résiliation unilatérale. Sophia lut pendant quelques secondes et secoua la tête. Celle-là a été rejetée par les tribunaux au moins 3 fois. Il y a une affaire récente, Baxter contre Coastal Trading, 2021. La partie qui avait inclus cette clause a perdu parce qu'elle violait le principe de bonne foi dans les contrats. Le juge a été clair, on ne peut pas protéger des actifs en cachant des risques dans les petites lignes juridiques. Julian s'adossa au bureau, les bras croisés. Et si je vous disais que 3 de mes avocats expérimentés ont approuvé cette formulation? Je dirais qu'ils devraient lire plus de livres et moins de contrats préfabriqués. Le silence dans le bureau ne fut brisé que par les bruits de la ville à l'extérieur. Julian, pour la première fois depuis des années, sembla sans défense, non pas par faiblesse, mais par une surprise différente, l'admiration. « Comment vous souvenez-vous de tant d'affaires » demanda-t-il, plus curieux que critique. Je lis tout à voix haute. Mon fils de 6 ans sait déjà dire jurisprudence, même s'il pense que c'est le nom d'un personnage de dessin animé. Julian rit. Vraiment rit. C'était rapide, retenu, mais réel. Vous êtes inattendu. J'ai tendance à produire cet effet, surtout les jours de grand ménage. Il s'approcha du bureau et prit un dossier bleu, le posant devant elle. Voici le contrat que nous essayons de protéger. Si Caldwell parvient à invalider la clause 38B, ils auront une ouverture pour annuler l'accord entier. Ce serait désastreux. Sophia ouvrit le dossier et étudia les pages. Vous avez oublié d'utiliser une clause de sauvegarde générique dans la section de clôture du contrat. Un avocat prudent l'aurait ajouté automatiquement. Mais parfois, les génies oublient l'évidence. Julien fronça les sourcils. Êtes-vous en train de dire que nos avocats sont négligents? Je dis que parfois, la vanité prend la place de la prudence. Et quand cela arrive, le contrat finit avec trop d'ego et pas assez de précaution. Il la regarda, sans sa sévérité habituelle. C'était presque comme s'il essayait de comprendre d'où tout cela venait. Vous avez étudié le droit mais vous n'avez pas fini. 3 ans et demi. J'ai abandonné parce que j'ai dû choisir entre un diplôme et du lait dans le frigo. Mon ex a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Mais le bébé est arrivé quand même, et les livres ne pleurent pas la nuit, vous savez. Donc, j'ai étudié quand je pouvais et travaillé quand je devais. Julien hocha la tête sans juger, simplement en absorbant l'information. Vous savez que vous ne pouvez pas exercer en tant qu'avocate. C'est illégal. Je sais. Je ne vais rien signer ni me présenter quelque part, mais je peux penser, observer, suggérer, ça, c'est encore autorisé. Il lui tourna le dos et regarda par la fenêtre. La lumière de la ville semblait moins brillante que l'esprit qu'il venait de découvrir dans sa propre entreprise. J'ai besoin de vous, dit-il, toujours en regardant dehors. Mais personne ne doit savoir. Sophia croisa les jambes, détendue comme un agent secret. Plutôt comme une alliée stratégique. Si quelqu'un découvre que je prends des conseils juridiques auprès d'une employée de ménage, ça va devenir une telenovela et une crise institutionnelle. Donc, je serai votre nettoyeuse de clauses confidentielles, alors. Il se tourna vers elle. Vous êtes partante? Elle se leva, ramassa le seau, et répondit avec un léger sourire, tant que je n'ai pas apporté des talons hauts, mon uniforme dit tout. Sophia commença son nouveau rôle, portant les mêmes baskets usées qu'avant. La seule différence était qu'à présent, en plus du seau et du chiffon, elle transportait un carnet à couverture rigide où elle notait les noms des avocats, des mots qui semblaient compliqués, et des idées qui lui venaient en nettoyant les sols. Julien avait été claire, personne n'avait besoin de savoir ce qu'elle faisait vraiment. Officiellement, elle restait la femme de ménage de l'aile administrative, mais en réalité, elle était bien plus que cela.
Elle était l'atout invisible de l'entreprise, l'esprit vif derrière quelques décisions que même les avocats ne pouvaient gérer seuls. Tout commença le mardi suivant, lorsque Julien lui demanda discrètement de relire un courriel destiné à une firme de conseil externe. Le contenu était technique mais vague. Sophia le lut, se gratta le menton, et dit « Ça vous dérange si je le modifie un peu ?» Julien haussa les épaules. Elle s'assit, tapa rapidement, et quand elle eut fini, lui rendit l'ordinateur portable. Le nouveau paragraphe disait « Sur la base de la clause de sauvegarde interprétative du contrat signé par les deux parties et soutenu par l'article 64C de la loi fédérale, nous estimons que la révision proposée du contrat manque de fondement suffisant et n'est donc pas recommandée. Cordialement, P.S. Si vous n'êtes pas d'accord, nous serons ravis d'en discuter autour d'un café. Apportez juste des biscuits. » Julien haussa un sourcil. Des biscuits? Terme technique pour détendre l'atmosphère. Ils vont rire, mais ils sauront aussi que vous êtes sérieux. Il ne dit pas un mot, il cliqua simplement sur envoyer. Bientôt, Sophia commença à recevoir de petites demandes discrètes. Un avocat laissait un post-it sur la porte demandant « La clause de compensation croisée s'applique-t-elle au service ?» Elle laissait une note pliée près de la machine à café. Seulement si c'est clairement stipulé, et même dans ce cas, attention à l'article 92B. Personne ne savait qui était derrière ces réponses incisives. Mais soudain, les erreurs commencèrent à diminuer. Les réunions de Julien devinrent plus courtes et plus efficaces, et les questions les plus difficiles cessèrent d'être posées à voix haute dans les couloirs. À la place, elles commencèrent à être murmurées pendant les pauses café. Le troisième jour, Sophia était assise tranquillement dans la salle de repos, écrivant dans son carnet, lorsqu'elle entendit deux avocats parler. Carter agit différemment, plus direct, plus précis, et le plus bizarre, sans notre aide. Peut-être qu'il a engagé un consultant externe ou une boule de cristal juridique. Sophia sourit. Jusqu'à présent, personne ne la soupçonnait, mais cela ne durait pas longtemps. Le conflit éclata un vendredi matin lorsque Victor Salazar, jeune, arrogant, et avec un ego assez grand pour nécessiter sa propre carte d'identité, entra dans le bureau arrière et surprit Sophia en train de répondre à un courriel sur l'ordinateur de Julien. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Elle le regarda calmement. « Je réponds à un courriel juridique concernant une fusion et une clause de réversibilité. Vous voulez jeter un œil ?» Il s'approcha, outré. « C'est une violation claire de la procédure. Vous n'êtes même pas censé utiliser ce système. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. » Sophia prit une profonde inspiration. Il n'y avait pas de colère dans son attitude, juste la posture ferme de quelqu'un qui refuse d'être rabaissé. Tout le monde peut lire le droit, mais comprendre son âme est un privilège pour ceux qui étudient au-delà des pages, dit-elle, le regardant droit dans les yeux. Victor fronça les sourcils. Ça ne figure pas dans le code. Non, c'est dans la préface du livre du professeur Bianchi. Le même professeur qui enseigne vos cours de 3e cycle. Je l'ai tiré de son livre. Le silence qui suivit était plus fort que n'importe quelle accusation. À partir de ce jour, Sophia fut officieusement appelée la voix dans les notes de bas de page. Personne ne savait exactement qui elle était, mais les rumeurs commencèrent à se répandre. Et le fait que Julien continuait à la consulter sans dire pourquoi ne faisait qu'ajouter au mystère. Un après-midi, un document sensible atterrit sur le bureau de Julien. C'était une lettre menaçant de poursuite, rédigée sur un ton agressif et intimidant. Il entra dans son bureau, et, sans appeler personne, tendit la lettre à Sophia. Elle la lut, réfléchit pendant 2 minutes, et rédigea une réponse courte, directe, avec juste une touche d'ironie. « Nous apprécions votre préoccupation concernant les résultats juridiques potentiels de ce contrat. Cependant, nous pensons qu'il n'y a aucune raison pour des théâtralités juridiques ou des fantômes contractuels imaginaires. Notre équipe, visible ou non, est prête à répondre à tout mouvement, avec respect et sans peur. » Julien lut et sourit pour la première fois en public. Cette même semaine, pendant une pause, Sophia passa devant la salle de réunion où 2 stagiaires débattaient de l'activation ou non d'une clause de responsabilité conjointe dans un accord de partenariat. « Ça dépend de la manière dont le lien a été formé, » dit Sophia, continuant à marcher. Les 2 hommes se regardèrent. « Que voulez-vous dire ?» Elle se retourna avec un sourire. « Si la responsabilité conjointe a été établie par un accord, alors oui. Mais si elle est supposée juste par interprétation, vous risquez d'annuler l'intention initiale. C'est dans l'article 265. Bonne chance, messieurs. » Et elle s'éloigna comme si elle avait seulement fait un commentaire sur la météo. Observant tout depuis son bureau, Julien fit quelque chose d'inhabituel. Il nota son nom dans un carnet qu'il n'utilisait jamais. C'était comme s'il voulait se rappeler que l'intelligence se présente parfois dans un t-shirt délavé et un vieux sac à dos. Il était presque 22 heures lorsque Sophia finit d'organiser les derniers documents sur le bureau de Julien. Le bureau était calme et faiblement éclairé, seule la lampe de bureau projetait un cercle de lumière chaude sur les papiers éparpillés. Dehors,
Chicago scintillait à travers les grandes fenêtres. Mais à l'intérieur de cette pièce, le monde s'était réduit à 2 personnes et une conversation qui n'avait pas encore commencé. Julien s'adossa à sa chaise, observant Sophia plier soigneusement une feuille de papier où elle avait écrit ses notes sur l'affaire Caldwell. Il remarqua qu'elle pliait toujours les papiers de la même manière, 2 fois en rectangle soigné, comme si chacun était une lettre méritant du respect. « Vous n'avez pas besoin de rester si tard, dit-il enfin, brisant le silence. Je sais, mais j'aime le bureau quand il est vide. C'est plus facile de réfléchir quand personne ne me regarde comme si j'étais un numéro de cirque. » Sophia rangea le dernier livre dans son sac et s'assit sur la chaise en face de lui. Ce n'était pas le fauteuil élégant qu'elle utilisait lors des réunions formelles. C'était une simple chaise en bois, qui la faisait se sentir plus présente, plus réelle. « Puis-je vous poser une question ?» dit Julien, se penchant en avant. « Bien sûr, mais si c'est sur la jurisprudence, je facture un supplément après 21 heures. » Il sourit, mais son expression redevint vite sérieuse. « Pourquoi avez-vous étudié le droit? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce domaine ?» Sophia prit une profonde inspiration, comme si elle ouvrait un tiroir qu'elle n'avait pas regardé depuis longtemps. « Mon père était ouvrier du bâtiment. Il est mort quand j'avais 16 ans dans un accident de travail. L'entreprise pour laquelle il travaillait a essayé de ne pas payer d'indemnisation à ma mère. Ils ont dit qu'il ne portait pas d'équipement de sécurité, que c'était sa faute. Un mensonge complet. » Elle fit une pause, regardant ses mains. « Ma mère ne savait pas comment se défendre. Nous n'avions pas les moyens d'engager un avocat, et les rares qui acceptaient de nous parler agissaient comme s'ils nous rendaient un service, comme si nous devions être reconnaissantes juste d'être écoutées. » Julien se pencha, écoutant attentivement. « Et ensuite ? » « Ensuite, j'ai pensé que si je connaissais le droit, si je comprenais comment les choses fonctionnaient, peut-être que je pourrais l'aider. Peut-être que je pourrais aider d'autres personnes dans la même situation. Alors je me suis inscrite à l'université avec une bourse. Avez-vous gagné l'affaire? Oui. Après 2 ans de combat. Ma mère a utilisé l'argent pour ouvrir une petite boutique de confection de robes dans notre quartier. Elle est toujours là. Elle coud des robes de fête pour les filles qui veulent se sentir comme des princesses. » Sophia sourit, bien qu'il y ait une douce tristesse dans son sourire. « Vous deviez être une excellente étudiante, » dit Julien. « Je l'étais. Bonne note, membre de groupe d'études, j'adorais discuter des cas avec les professeurs. J'avais un plan. Finir mon diplôme, aller en école doctorale, être un jour ouvrir un bureau d'aide juridique dans mon quartier. Que s'est-il passé? » La question resta en suspens un moment. Sophia glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste que Julien avait déjà remarqué lorsqu'elle rassemblait ses pensées. « Matteo, dit-elle enfin. Je l'ai rencontré en 2e année. Il étudiait le commerce, 1 an devant moi. Beau sourire, facile à parler, des rêves qui semblaient correspondre aux miens, du moins je le pensais. » Julien remarqua que sa propre respiration s'était faite plus attentive. « Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et demi. J'étais en 3e année quand j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était inattendu, mais quand je le lui ai dit, je pensais qu'on affronterait ça ensemble. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a paniqué, a dit qu'il était trop jeune pour être père, qu'il avait encore trop de projets, et qu'il serait être préférable de régler la situation autrement. » Sophia fit une pause, regardant par la fenêtre. « Je lui ai dit que je respectais sa décision de ne pas être père, mais que j'allais avoir le bébé, et qu'il n'avait pas à s'inquiéter parce que je me débrouillerais seul. Et vous l'avez fait? Il le fallait. J'ai abandonné au milieu de ma 3e année. La bourse ne couvrait pas la garderie, et ma mère était déjà occupée avec la boutique, donc elle ne pouvait pas s'occuper de lui tout le temps. Il fallait que je travaille. » Julien sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, un mélange d'admiration et de frustration qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. « Et Matteo? Il a disparu. Littéralement déménagé dans une autre ville après son diplôme. Je ne l'ai jamais revu. Lui posait des questions sur son père quand il était petit, mais il ne le fait plus. Je pense qu'il comprend que nous formons une famille complète telle que nous sommes. Et vous n'avez jamais pensé à retourner à l'université? » Sophia laissa échapper un petit rire. « Si, j'y ai pensé chaque soir en mettant l'huile au lit et en ouvrant les livres que je parvenais à emprunter ou à acheter d'occasion dans des foires. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai jamais arrêté d'étudier. J'ai juste changé ma manière de le faire. » Elle se leva et alla à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « J'ai commencé à aller à la bibliothèque du quartier. Ils avaient une petite section juridique, mais elle était complète. Le professeur Bianchi, celui que j'ai mentionné à Victor, donnait des cours supplémentaires là-bas le samedi. Quand il a entendu mon histoire, il a commencé à me prêter des livres. »« Vous prêtez des livres? » ?»« Au début, oui. Puis, quand il a vu que je les étudiais vraiment, que je prenais des notes, que je comprenais ce que je lisais, il a commencé à me les donner. Il disait, les livres sont faits pour être lus,
pas juste pour décorer une étagère. Julien se leva aussi, allant se placer à côté d'elle à la fenêtre. Et vous n'avez jamais ressenti de colère d'avoir dû abandonner vos projets? Sophia se tourna vers lui, et pour la première fois ce soir-là, ses yeux brillaient d'une intensité différente. Si, pendant longtemps. En colère contre Matteo, contre la situation, contre moi-même d'être tombée amoureuse de quelqu'un qui n'était pas prêt à construire quelque chose de sérieux. Mais après la naissance de Luis, elle fit une pause, comme si elle revivait le moment, quand il est né et que je l'ai tenu pour la première fois, j'ai compris que mes projets n'avaient pas été détruits. Ils avaient juste changé de forme. Je ne serai pas l'avocate dont je rêvais à 18 ans, mais je serai la mère que je voulais être à 20 ans. Et maintenant, le regrettez-vous? D'avoir eu Luis? Jamais. C'est la meilleure partie de moi. Il m'a appris que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avoir peur et d'avancer quand même. Julien observa son profil contre les lumières de la ville. Il y avait quelque chose chez Sophia qu'il n'avait jamais vu auparavant, une force qui ne venait pas du besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais de savoir exactement qui elle était. Et vous étudiez toujours tous les soirs après qu'il s'est endormi? J'ouvre mes livres, je lis des cas, j'étudie les précédents juridiques, je suis les changements dans la loi. Pas parce que je dois, parce que je veux, parce que ça a du sens pour moi. Même en sachant que vous ne pouvez pas exercer? Exercer le droit, c'est une chose. Le comprendre, c'en est une autre. Et qui sait, peut-être qu'un jour je retournerai à l'université. Lui grandit, devient plus indépendant. Peut-être qu'il sera temps de finir ce que j'ai commencé. Julienne ressentit une étrange émotion monter dans sa poitrine. C'était de l'admiration, oui, mais plus que cela, c'était comme s'il se tenait devant quelqu'un qui avait transformé chaque obstacle en une marche, chaque chute en une impulsion pour grimper plus haut. Vous êtes remarquable, dit-il, le mot sortant avec plus d'émotion qu'il n'avait prévu. Je suis une mère célibataire qui nettoie des bureaux et lit des livres juridiques pendant son temps libre. Rien de très remarquable là, dedans. Vous avez tort. Vous avez pris une situation qui aurait pu vous détruire et vous en avez fait une force. Vous avez élevé un enfant seul, vous n'avez jamais arrêté d'apprendre, vous n'avez jamais perdu votre gentillesse ni votre sens de l'humour. Et en plus de ça, vous résolvez des problèmes que des avocats avec des doctorats ne parviennent pas à résoudre. Sophia sourit, mais il y avait une lueur humide dans ses yeux. Lui m'a demandé l'autre jour si j'étais triste de ne pas être devenue avocate. Savez-vous ce que je lui ai répondu? Quoi? Je lui ai dit que peut-être je n'étais pas devenue l'avocate dont je rêvais, mais que j'étais devenue la personne dont j'avais besoin, et que ça valait encore plus. Le silence qui suivit était lourd de sens. Julienne observa Sophia lisser ses cheveux, ramasser son sac, revenant à son mode d'employé efficace. Mais quelque chose avait changé en ces minutes. Une intimité s'était formée, une compréhension mutuelle qui allait au-delà du partenariat professionnel. Je dois y aller, dit-elle. Lui se couche tôt, mais il aime que je sois là quand il se réveille au milieu de la nuit. Parfois, il fait des cauchemars. Bien sûr. Merci de m'avoir partagé cela. Merci de m'avoir écouté. Elle marcha jusqu'à la porte mais se retourna avant de sortir. Et Julien, cette conversation reste entre nous, d'accord? Pas parce que c'est un secret, mais parce que c'est personnel. Bien sûr. Restée seule, Julienne était dans le bureau, regardant la chaise où elle était assise. Pour la première fois depuis des années, il se sentit petit. Pas d'une manière diminuée, mais d'une manière humble, comme s'il venait de rencontrer quelqu'un qui le faisait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur la force, la détermination et la valeur. Le lendemain, Julien arriva au bureau plus tôt que d'habitude, non pas parce qu'il avait des réunions urgentes ou des documents à examiner, mais parce qu'il voulait observer. Il voulait mieux comprendre la femme qui avait changé sa vision de l'intelligence et du caractère en une seule conversation. Il se positionna stratégiquement dans la salle de repos où il pouvait voir le couloir principal. À 8h15, Sophia entra avec son uniforme bleu et son vieux sac à dos. Mais Julien la voyait différemment maintenant. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait raconter une histoire. Chaque sourire qu'elle offrait à ses collègues montrait une gentillesse qui allait au-delà de la simple politesse. Il l'observa s'arrêter pour aider un stagiaire qui avait fait tomber une pile de papiers. Au lieu de simplement les ramasser, elle les organisa par date et les lui rendit avec une plaisanterie sur le fait que les papiers ont une vie propre dans les cabinets d'avocats. Le jeune homme rit et la remercia, visiblement soulagé. Plus tard, lors d'une réunion avec l'équipe juridique, Julien se surprit à se demander ce que Sophia dirait à propos de chaque point soulevé. Quand l'un des avocats suggéra une stratégie qu'il savait faible, il murmura presque. Sophia dirait qu'il y a une faille dans la clause 3, mais il se retint. À l'heure du déjeuner, il la vit assise seule dans la cour, mangeant un sandwich et lisant un livre sur le droit constitutionnel. Ce n'était pas une performance. Elle n'essayait d'impressionner personne. C'était un intérêt réel, une passion authentique pour apprendre.
Julian réalisa qu'il ressentait quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Ce n'était pas l'attraction physique qu'il avait ressentie pour d'autres femmes. Ce n'était pas juste le respect professionnel qu'il avait pour des collègues compétents. C'était plus profond, plus complexe. C'était une admiration mêlée de curiosité, un respect teinté d'une envie d'en savoir plus, de comprendre comment un esprit aussi brillant s'était développé dans des circonstances aussi difficiles. Il gravit le trône des circonstances. Il était fasciné par la manière dont elles transformaient les difficultés en perspicacité, les obstacles en opportunités de croissance. À la fin de la journée, alors que le bureau commençait à se vider, Julien demanda à Sophia de le rejoindre pour une conversation. « J'ai quelque chose pour vous, dit-il, lui tendant une enveloppe. Sophia l'ouvrit et trouva un chèque, une somme importante, suffisante pour couvrir plusieurs mois de dépenses. « Qu'est-ce que c'est ? Une prime pour toute l'aide que vous m'avez apportée, pour des solutions qu'aucun de mes avocats n'a pu trouver. » Sophia regarda le chèque pendant quelques secondes, puis le lui rendit. « Je ne peux pas accepter ça. »« Pourquoi pas ? Vous le méritez. La valeur que vous apportez à mon travail vaut bien plus que cela. C'est exactement pourquoi je ne peux pas l'accepter. » Julien fronça les sourcils, perplexe. « Je ne comprends pas. » Sophia s'assit sur la même chaise que la veille. « Si j'accepte ce chèque, vous aurez l'impression que nous sommes quittes, que vous avez payé pour mes connaissances, pour mon aide, et je me sentirai comme quelqu'un qui a été rémunéré pour être utile. Mais ce n'est pas ce que je fais, compenser quelqu'un qui a été utile. Non, Julien, je ne suis pas un service. Je suis une valeur. » Les mots restèrent en suspens, empreints de dignité et de détermination. « Vous ne comprenez pas, continua-t-elle. Je ne vous aide pas parce que j'ai besoin d'argent. Je vous aide parce que j'aime ça, parce que ça a du sens pour moi, parce que je peux enfin utiliser tout ce que j'ai appris. L'argent transformerait cela en transaction. Mais ce que nous avons ici, c'est un partenariat. » Juliane rangea le chèque, se sentant à la fois repoussée et profondément impressionnée. « Alors comment puis-je vous rendre l'appareil ? Continuez à me laisser participer, continuez à faire confiance à mon jugement, et juste peut, être, voyez-moi comme une personne, pas juste une femme de ménage qui connaît le droit. » À cet instant, Julien réalisa ce qu'il ressentait. Il tombait amoureux. Pas de l'apparence de Sophia, pas de son utilité au travail, mais de son essence, de son intégrité, de son esprit, de sa capacité à transformer n'importe quelle situation en une opportunité de croissance. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel procès qu'il avait jamais affronté. Le jeudi matin commença comme n'importe quel autre chez Carter et Reed. Sophia arriva pile à 8 heures, salua le personnel de l'accueil, et se dirigea vers l'étage administratif avec son chariot de ménage. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à quelques mètres de là, Ethan Brooks, un stagiaire de 2e année et influenceur à temps partiel, enregistrait discrètement une vidéo pour sa chaîne TikTok. Ethan était curieux des rumeurs qui circulaient dans le bureau, des bruits sur une mystérieuse consultante invisible qui aidait Julien Carter avec des cas complexes. Lorsqu'il vit Sophia expliquer patiemment à 2 autres stagiaires la différence entre une clause de résiliation et une clause d'annulation, il décida que c'était le contenu parfait pour ses réseaux sociaux. « Écoutez, c'est simple, » dit Sophia, s'appuyant sur son balai tout en gesticulant. « Une clause de résiliation, c'est comme une rupture où vous n'êtes plus d'accord sur les films à regarder. C'est fini, mais personne n'a fait quelque chose de mal. Maintenant, une clause d'annulation, c'est quand l'un des deux a secrètement mangé tout le pop-corn. C'est une violation de la confiance. » Les stagiaires rirent, et l'un d'eux demanda, « Et si quelqu'un a menti sur son amour des films d'horreur juste pour impressionner l'autre ? » « Eh bien, mon ami, c'est de la fausse déclaration. Tout l'accord était basé sur des informations fausses. Ça peut rendre le contrat invalide dès le départ. Comme quand vous découvrez que votre crush n'aime même pas les chiens ou la pizza. C'est une incompatibilité fondamentale. Contrat annulé. » Ethan continua d'enregistrer, fasciné par la manière dont Sophia expliquait des concepts que ses professeurs mettaient des heures à rendre à moitié aussi clairs. « Et comment savoir lequel utiliser dans chaque cas ? » demanda un autre stagiaire. Question principale, y avait-il de la mauvaise foi ? Si oui, c'est une annulation. Sinon, c'est juste une résiliation. C'est comme rompre par texto ou en personne. Dans les 2 cas, c'est fini. Mais l'un est un peu plus respectueux que l'autre. Sophia prit son chiffon et se prépara à retourner travailler, mais l'un des gars avait encore une question. Et si les 2 parties veulent sortir du contrat mais pour des raisons différentes ? Alors, vous avez un divorce à l'amiable avec une dispute sur qui garde le chien, résiliation bilatérale avec une clause de division spécifique. Chacun reprend ce qu'il a apporté, mais il faut décider qui garde le compte Netflix partagé. Les 3 éclatèrent de rire, et Ethan termina l'enregistrement avec un gros plan sur le visage de Sophia alors qu'elle faisait un petit coucou détendu à la caméra. Ethan posta la vidéo sur TikTok à 14 h avec la légende. « Pauvre.
La femme de ménage de votre bureau explique le droit des contrats mieux que votre prof de Harvard. Droit simple, sagesse sans diplôme. Légende juridique. Ce qui se passa ensuite surprit même Ethan. En 2 heures, la vidéo avait 50 000 vues. Après 4 heures, elle atteignit 200 000. À la fin de la journée, elle dépassa le demi-million, rempli de commentaires enthousiastes d'étudiants en droit, d'avocats et de professeurs. Cette femme a expliqué en 2 minutes ce que mon prof n'a pas réussi à expliquer en un semestre. Quelqu'un sait où elle enseigne? Je quitte la fac pour étudier avec elle. Enfin quelqu'un qui rend le droit compréhensible. Attendez, elle est femme de ménage? Comment est-elle meilleure qu'un docteur de Harvard? La vidéo fut partagée dans des groupes WhatsApp d'écoles de droit à travers le pays. Elle devint virale sur Twitter sous le hashtag JanitorJD, et Instagram s'enflamma avec des stories citant les explications de Sophia. Le site d'actualité juridique Legal News partagea le clip avec le titre « Une employée de ménage enseigne le droit des contrats et devient virale sur les réseaux sociaux ». Un autre média, Law for All, publia un article complet « L'éducatrice accidentelle qui change notre façon de parler du droit ». Mais l'explosion réelle eut lieu lorsque la page populaire Legal Memes posta une image de Sophia tenant son balai à côté de 11 avocats solennels en robe avec la légende « La femme de ménage qui a surpassé 11 docteurs en droit ». Le mème décolla comme une traînée de poudre. Des dizaines de versions suivirent. Quand la femme de ménage en sait plus que votre avocat. Plot twist. La personne la plus intelligente du bureau n'a pas de diplôme. Elle nettoie les sols et vos arguments juridiques. Le lendemain matin, Sophia arriva au travail sans savoir ce qui s'était passé. Elle fut accueillie par des regards curieux, des conversations chuchotées et quelques sourires complices. Elle ne réalisa que quelque chose se passait que lorsque la réceptionniste, à peine capable de contenir son excitation, lui montra un téléphone. « Sophia, vous êtes devenue virale. Plus de 2 millions de vues. » Sophia regarda la vidéo avec un air amusé, secouant la tête. « C'est Ethan, j'ai toujours pensé qu'il enregistrait trop. Vous n'êtes pas fâché? Pourquoi le serais-je? Ai-je dit quelque chose de faux? Non, mais vous n'avez pas demandé à être filmé. C'est vrai. Mais je n'ai rien dit de confidentiel non plus. Et d'après les commentaires que je vois, les gens apprennent. C'est une bonne chose. » Quand Julienne arriva au bureau 1 heure plus tard, il y avait déjà 3 appels de journalistes en attente, 2 courriels de producteurs de télévision voulant interviewer la femme de ménage virale, et un message des ressources humaines demandant comment gérer la situation. Julienne convoqua Ethan immédiatement. « Vous n'aviez pas le droit de filmer une employée sans permission. Monsieur Carter, je ne savais pas que ça deviendrait viral comme ça. C'était juste une vidéo amusante pour mes abonnés. Supprimez la vidéo maintenant. Mais, monsieur, elle a déjà été partagée des milliers de fois. Même si je la supprime, ça ne changera pas grand-chose. Et, eh bien, techniquement, je l'ai enregistrée dans une zone publique du bureau, et elle n'a rien dit sur le fait de ne pas vouloir être filmée. » Julienne prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son irritation. Il n'était pas en colère contre le succès de Sophia, mais inquiet des possibles conséquences. Le cabinet pourrait être questionné sur ses pratiques d'embauche, sur pourquoi une employée de ménage avait une connaissance juridique aussi avancée, sur la compétence globale de l'équipe juridique. Il convoqua Sophia pour une discussion privée. « Sophia, il faut qu'on parle de cette situation. La vidéo? Je l'ai vue. C'est drôle. Comprenez-vous les implications? La presse pourrait vouloir vous parler, fouiller dans votre histoire, demander pourquoi vous n'exercez pas le droit. Et je répondrai avec la vérité, que j'ai étudié le droit, que je n'ai pas fini à cause de raisons personnelles, mais que j'ai continué à étudier parce que j'aime ça. Quel est le problème? Le problème, c'est que ça pourrait créer une situation gênante pour le cabinet. Les gens vont questionner notre compétence, demander pourquoi nous comptons sur une employée de ménage pour résoudre des cas complexes. » Sophia croisa les bras, prenant un ton plus sérieux. « Julian, êtes-vous gêné par moi? » La question le prit au dépourvu. « Ce n'est pas ça. » « Alors c'est quoi? Ai-je partagé des informations confidentielles, enfreint un protocole, manqué de respect à un client? Non. Alors permettez-moi de vous poser une question. Préférez-vous avoir une équipe qui prétend tout savoir ou quelqu'un qui comprend vraiment le sujet, peu importe son titre? » Julien resta silencieux quelques secondes. « Vous avez raison. Je suis désolé. C'est juste que ce type d'attention pourrait compliquer notre partenariat. Notre partenariat a toujours été compliqué, Julien, depuis le premier jour, et ça a quand même fonctionné. » Elle se leva et marcha vers la fenêtre. « Savez-vous ce que je pense de cette vidéo? Si les gens rient de moi, j'espère qu'ils apprendront quelque chose au passage. Combien d'étudiants en droit pensez-vous ont compris des concepts qui leur échappaient juste parce que j'ai utilisé des analogies avec des relations et Netflix? Probablement beaucoup. Alors la vidéo a servi à quelque chose. Et si elle cause des problèmes pour le cabinet, nous y ferons face.
Mais je ne vais pas me cacher juste parce que les gens ont découvert que l'intelligence ne vient pas avec un diplôme. Julien l'observa, une fois de plus impressionné par sa capacité à transformer une situation potentiellement chaotique en une opportunité de réflexion. Vous n'avez pas peur d'être jugé? Julien, je suis une mère célibataire, une femme de ménage qui étudie le droit pendant ses pauses. Si j'avais peur du jugement, je ne sortirais même pas de chez moi. Ce qui compte pour moi, c'est, est-ce que je fais quelque chose d'utile, est-ce que j'aide quelqu'un, est-ce que je suis fidèle à moi-même? Et vous, l'êtes-vous? Je le suis. Alors laissez venir les mêmes. Les interviews, les questions. Je répondrai à tout aussi naturellement que j'explique les clauses de contrat. Cet après-midi-là, lorsque 3 autres médias contactèrent le cabinet pour interviewer la femme de ménage devenue phénomène, Julien ne tenta pas de les bloquer. Au lieu de cela, il demanda à Sophia si elle avait besoin de quelque chose. « Promettez-moi juste une chose, dit-elle. »« Quoi ? Si un journaliste pose des questions sur mon patron, dites-lui qu'il est la personne la plus intelligente que je connaisse, parce que c'est vrai et parce que l'intelligence reconnaît l'intelligence. » C'était officiel. Julien était complètement amoureux. L'affaire Caldwell contre Carter et Reed était programmée pour le lundi à 9 h du matin au tribunal supérieur de Chicago. C'était le genre de procès qui déterminerait non seulement l'avenir financier du cabinet, mais aussi sa réputation sur le marché, 60 millions de dollars en jeu, plus la crédibilité que Julien avait bâtie sur 15 ans de travail. Le vendredi précédent, la tension dans le bureau était palpable. Les avocats révisaient leurs arguments, vérifiaient les précédents, et échangeaient des regards nerveux dans les couloirs. Tout le monde savait que la stratégie de défense reposait sur une interprétation complexe de la clause 38B, celle-là même que Sophia avait signalée comme problématique des semaines auparavant. Julien était dans son bureau, entouré de piles de documents et de 3 avocats seniors qui semblaient plus anxieux que confiants. « L'argument est solide, dit Michael Wong, le plus expérimenté de l'équipe. Mais l'accusation va attaquer notre interprétation de la clause de sauvegarde. » « Et s'il cite le précédent Wilson contre Pacific ?» demanda Emma, la numéro 2. « Notre défense sera affaiblie. » Julien se frotta les tempes. Il avait étudié l'affaire pendant des semaines, mais quelque chose le tracassait encore. Il manquait une pièce au puzzle. C'est alors que Sophia frappa à la porte. « Excusez-moi, puis-je entrer ?»« Bien sûr. » Elle portait un plateau avec du café et un dossier sous le bras. « Je vous ai apporté du café et, bien, je vous ai entendu parler de Wilson contre Pacific. » Michael haussa un sourcil. « Et alors? Vous vous inquiétez du mauvais précédent. » La pièce devint silencieuse. Sophia posa le plateau sur la table et ouvrit son dossier. L'arrêt Wilson contre Pacific a été partiellement annulé 6 mois plus tard par Grayson contre Coastal Industries. L'interprétation qui vous inquiète n'est plus valide. Emma feuilleta rapidement ses documents. Ça ne figure pas dans nos recherches. C'est parce que c'était publié dans une revue moins connue, pas dans les grandes revues juridiques, mais ça a complètement changé le précédent juridique. Ce que vous devriez surveiller, c'est Parker contre Meridian Corp d'il y a 2 mois. Julien se pencha en avant. Expliquez. L'affaire Parker a introduit une nouvelle manière d'interpréter les clauses ambiguës dans les contrats de fusion. Si l'accusation cite ce cas, alors oui, vous avez un problème. Mais vous avez aussi une solution. Elle tira une chaise et s'assit entre eux, étalant les papiers sur la table. Dans Parker, le juge a utilisé une lecture strictement littérale de la loi, ignorant le contexte historique. Mais il y a une affaire plus ancienne, Elliott contre Sterling Steel de 1987, qui correspond parfaitement à notre situation. Au cours des 2 heures suivantes, Sophia restructura complètement la stratégie de défense. Elle ne se contenta pas de signaler les faiblesses de leurs arguments initiaux. Elle construisit une nouvelle approche solide basée sur des précédents dont les autres avocats n'étaient même pas conscients. « C'est vous qui devriez être au tribunal lundi, » dit Michael, clairement impressionné. « Je ne peux pas, et je ne le ferai pas. » « Pourquoi pas? » « Parce que ce n'est pas ma place. Ma place est ici, à vous aider à vous préparer. Julian va briller dans cette salle d'audience, et vous verrez tous pourquoi il est l'un des meilleurs avocats de Chicago. Le dimanche soir, Julien appela Sophia. « Je suis nerveux. » « Nerveux ou peu sûr de vous? Quelle est la différence? Nerveux signifie que vous savez que vous êtes préparé, mais que votre cœur bat toujours la chamade. Peu sûr signifie que vous n'êtes pas certain d'être à la hauteur. Alors je suis nerveux. Bien, ça veut dire que le résultat vous importe. Maintenant, dites-moi, quel est le point central de notre argument? Pendant 40 minutes, Sophia le fit répéter les points clés, testa ses réponses aux questions possibles, et lui rappela les précédents cruciaux. Lorsqu'ils raccrochèrent, Julien se sentit confiant pour la première fois depuis des semaines. Le lundi matin, la salle d'audience était bondée. Journalistes, étudiants en droit, et spectateurs curieux, tous attirés par l'attention autour de l'affaire de la femme de ménage virale, remplissaient chaque siège disponible. Sophia s'assit discrètement au fond,
portant une blouse simple et un jean. Julien commença fort. Son argument d'ouverture était clair, persuasif et bien structuré. Il cita les précédents recommandés par Sophia et exposa une ligne de raisonnement solide. Pendant 40 minutes, il domina complètement la salle d'audience. Mais, ensuite, l'accusation contre-attaqua. « Votre honneur, dit la procureure, une femme élégante d'une cinquantaine d'années, la défense s'appuie sur une interprétation discutable d'Elliot contre Sterling Steel. Je tiens à souligner que ce précédent a été partiellement modifié par la récente décision dans Ramirez contre Horizon Holdings. » Julian sentit le sang se retirer de son visage. Ramirez contre Horizon Holdings? Il ne connaissait pas cette affaire. Elle n'était pas apparue dans ses recherches. Sophia ne l'avait pas mentionnée. Le changement introduit par Ramirez contre Horizon, continua la procureure, stipule clairement que dans les contrats de fusion avec des clauses ambiguës, l'interprétation doit favoriser la partie qui n'a pas rédigé le document initial. Le juge se pencha, visiblement intéressé. Julian savait qu'il devait répondre, mais il n'avait aucune idée de comment contrer un précédent qu'il n'avait jamais vu. Son équipe semblait tout aussi perdue. « Monsieur Carter, dit le juge, souhaitez-vous répondre au précédent soulevé par l'accusation » Julian se leva, mais son esprit était vide. Il feuilleta ses papiers, cherchant quelque chose qu'il pourrait utiliser, mais ne trouva rien. Puis il entendit une voix douce derrière lui. Article 127, paragraphe 3. Modification partielle, pas totale. C'était Sophia. Elle s'était levée, et, parlant juste assez fort pour qu'il l'entende, lui donna exactement ce dont il avait besoin. Julian prit une profonde inspiration et se tourna vers le juge. « Votre honneur, avec tout le respect dû à l'accusation, il est important de préciser que Ramirez contre Horizon Holdings n'a introduit qu'une modification partielle au précédent Elliott contre Sterling Steel, et non une abrogation complète. » Il recommença à arpenter la salle d'audience, la confiance revenant. L'article 127, paragraphe 3, stipule que les modifications partielles des précédents ne doivent s'appliquer qu'aux aspects spécifiques remis en question dans la nouvelle décision. Sophia avait expliqué que dans Ramirez contre Horizon, la question centrale concernait l'interprétation des clauses dans les rachats hostiles, pas les fusions amicales comme celles dont il discutait aujourd'hui. La procureure fronça les sourcils, clairement pas préparée à cette réponse. De plus, continua Julian, le juge dans Ramirez contre Horizon a clairement indiqué que sa décision ne devait pas s'appliquer largement à tous les types de fusions, uniquement à celles impliquant une coercition ou un déséquilibre majeur d'informations. Le juge hocha la tête, suivant la logique. Dans notre cas, nous avons une fusion amicale avec un partage complet d'informations entre les deux parties, documenté sur 8 mois de négociations. Donc Ramirez contre Horizon ne s'applique pas. L'interprétation originale d'Elliot contre Sterling Steel reste valide et pertinente. La salle d'audience devint silencieuse, seulement interrompue par le bruit du juge tapotant son stylo sur le bureau. « Monsieur Carter, votre argument est cohérent et bien étayé. L'objection est rejetée. » 2 heures plus tard, Julian avait gagné l'affaire. La décision fut unanime. La clause 38B était valide, le contrat restait en vigueur, et Carter et Reed conservaient non seulement les 60 millions de dollars en jeu, mais aussi leur réputation. De retour au bureau, tout le monde fêtait. Mais avant tout, Julian alla chercher Sophia. « J'ai besoin de vous parler. » Ils se retrouvèrent dans son bureau, loin des félicitations et des toasts qui avaient lieu en bas. « Comment saviez-vous pour Ramirez contre Horizon? Je l'ai recherché hier soir quand vous m'avez dit que vous étiez nerveux. J'ai pensé que je vérifierais si des affaires récentes pouvaient poser problème à notre stratégie. J'en ai trouvé 3, dont celle-là. Et pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé avant? Parce que vous étiez déjà sous pression, et je savais que si cela se présentait, vous seriez capable de le gérer avec la bonne information au bon moment. » Julian s'assit sur le bord de son bureau. « Sophia, vous avez sauvé ma carrière aujourd'hui. Vous avez sauvé votre propre carrière. Je n'ai fait que murmurer un conseil. Non, c'était bien plus que ça. Vous m'aidez depuis le premier jour. » Il s'approcha. « Je veux officialiser cela. Voulez-vous être mon assistante personnelle et conseillère juridique principale? Salaire complet, avantages complets, et la reconnaissance que vous méritez. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. « Êtes-vous sérieux? » Complètement. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas de la charité. C'est du respect pour votre valeur professionnelle. J'accepte. Ils s'enlacèrent. C'était une étreinte professionnelle, mais elle dura quelques secondes de plus que nécessaire. Ce soir-là, Julien organisa un dîner de célébration à Oakwood, l'un des restaurants les plus élégants de Chicago. Toute l'équipe juridique était là, ainsi que plusieurs clients importants. Quand Sophia arriva, Julien la reconnut à peine. Elle portait une robe bleu marine simple, élégante mais discrète, et ses cheveux, habituellement attachés, étaient lâchés. Elle était belle, mais toujours complètement elle-même. Pendant le dîner, elle parlait avec aisance des affaires juridiques,
faisait rire les gens avec ses analogies créatives, et se comportait avec une confiance discrète qui n'avait rien à voir avec ses vêtements ou ses chaussures. Julien ne pouvait détacher ses yeux d'elle toute la soirée, la manière dont elle gesticulait en expliquant un point, la manière dont elle souriait quand quelqu'un posait une question intelligente, la manière dont elle traitait tout le monde, du serveur aux principaux associés, avec la même chaleur et le même respect. À la fin de la soirée, alors que le groupe commençait à partir, Juliane proposa de ramener Sophia chez elle. « Vous n'avez pas besoin. Je peux prendre un Uber. J'insiste, après tout ce que vous avez fait pour moi, c'est le moins que je puisse faire. » Sur le chemin, ils parlèrent du procès, de son nouveau rôle, et de quelques derniers détails de l'affaire. La conversation coulait facilement, avec des moments de silence qui semblaient naturels, pas gênants. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble de Sophia, Julien coupa le moteur. Sophia, il se tourna vers elle. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement. Quelque chose s'était construit pendant des semaines, une connexion tacite, une attirance discrète. Julien se pencha et l'embrassa. C'était doux au début, incertain, puis plus profond. Sophia répondit, ses mains touchant son visage, perdu dans l'instant. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. « Ça, c'était une erreur, » dit soudain Julien, tendu. « Quoi ? Ça n'aurait pas dû arriver. Vous travaillez pour moi maintenant. Ça complique tout. » C'était inapproprié. Sophia resta silencieuse, absorbant ce qu'il venait de dire. « Julien, il vaut mieux que vous oubliez que ça s'est produit, s'il vous plaît. » Elle le regarda pendant quelques secondes, puis sortit de la voiture sans rien dire. Julien la regarda entrer dans l'immeuble, sachant qu'il venait de faire la plus grande erreur de sa vie. Le lendemain matin, Julien arriva au bureau 2 heures plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas bien dormi, repensant à l'instant du baiser et, surtout, à l'expression sur le visage de Sophia quand il avait dit que c'était une erreur. La façon dont elle l'avait regardé, pas en colère mais avec une déception discrète 1000 fois pire, l'avait hanté toute la nuit. À 9 heures du matin, quand Sophia arriva pour travailler, elle trouva un bouquet de roses blanches sur son nouveau bureau, un vrai bureau avec des tiroirs et tout, à l'étage administratif. C'était un arrangement élégant et coûteux, du genre qui coûtait plus que son salaire de la semaine précédente. La carte jointe disait simplement « Je m'excuse pour mon comportement inapproprié hier. J.C. » Sophia regarda les fleurs pendant quelques secondes, puis marcha calmement jusqu'au bureau de Julien. Il était au téléphone mais mit fin à l'appel lorsqu'il la vit entrer, portant le bouquet. « Sophia, elles sont très jolies, » dit-elle, posant les fleurs sur son bureau. « Mais je suis allergique. Allergique aux roses. Allergique aux excuses coûteuses et parfumées. » Elle laissa une petite note pliée à côté du bouquet et sortit avant qu'il ne puisse répondre. La note disait « La prochaine fois que vous voudrez vous excuser, essayez de parler. Les fleurs meurent en une semaine. Les mots honnêtes durent toujours. » Au cours des jours suivants, Julien tenta de l'approcher de manière plus subtile. Il laissa un café de son café de quartier préféré sur son bureau, un petit endroit local près de chez elle, très différent du café gastronomique du bureau. Sophia le remercia poliment, le but, mais fit comprendre que la courtoisie professionnelle n'effaçait pas l'inconfort personnel. Lorsqu'il proposa d'aider à organiser la bibliothèque juridique qu'elle avait demandée pour son nouveau bureau, Sophia répondit « Merci, mais je me débrouillerai. » Comme toujours. Il n'y avait pas d'hostilité dans sa voix, juste une mise en place ferme de limites qui n'existaient pas avant ce baiser non résolu. Le mercredi, Julien tenta une autre approche. Lors d'une réunion sur une nouvelle affaire, il demanda l'avis de Sophia devant toute l'équipe juridique. « Notre nouvelle conseillère a certainement une perspective précieuse sur ce sujet, » dit-il, la regardant directement. Sophia répondit avec un professionnalisme parfait, donna des suggestions précises, et aida à résoudre une impasse qui avait bloqué la discussion pendant 2 heures. Mais lorsque la réunion se termina et que les autres avocats partirent, louant sa contribution, elle se tourna vers Julien. « Ne vous servez pas de mon travail pour essayer de réparer ce qui s'est cassé en dehors. Ce n'est pas ce que je... » « Si, c'est ça. Et vous n'en avez pas besoin. Mon travail parle de lui-même. Il l'a toujours fait. Je n'ai pas besoin que vous me validiez professionnellement pour compenser ce qui s'est passé personnellement. » Le jeudi, Julien laissa un livre sur son bureau. Nouveau précédent en droit des contrats, une collection sortie juste la semaine précédente. C'était exactement le genre de lecture qu'il savait qu'elle adorerait. Sophia le feuilleta, visiblement intéressée par le contenu, mais le rendit à la fin de la journée avec un post-it « Merci pour le prêt. J'ai déjà commandé mon propre exemplaire. » Le vendredi, lorsque Julien tenta d'entamer une conversation sur une affaire qu'ils examinaient ensemble, Sophia l'interrompit doucement. « Julien, pouvons-nous établir quelques règles ? » « Bien sûr. Premièrement, mon travail reste excellent parce que j'aime ce que je fais, pas parce que vous avez besoin de moi. Deuxièmement, notre partenariat professionnel est solide et le restera. Troisièmement,
Ce qui s'est passé dans le parking reste dans le parking. Et la quatrième règle. Arrêtez d'essayer de compenser ce que vous avez dit avec de petits gestes. Si vous pensez vraiment que c'était une erreur, alors c'était une erreur. C'est tout. Passons à autre chose. Julien hocha la tête. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que Sophia choisit de ne pas interpréter. Pendant le week-end, lui jouait dans le salon lorsqu'il vit la même voiture noire dehors qui avait déposé sa mère la veille. « Maman, l'homme aux fleurs est encore là en bas. » « L'homme aux fleurs ? Celui qui a envoyé les fleurs blanches que tu as rendues. Le même qui t'a ramené après le dîner chic. » Sophia alla à la fenêtre. Julien était debout près de la voiture, regardant l'immeuble mais n'osant pas monter. « Luis, viens ici. » Le garçon s'approcha, curieux. « Cet homme, c'est ton ami ou ton petit ami ?» Sophia sourit, repoussant les cheveux de son fils. « Pourquoi veux-tu savoir ? Parce que s'il est ton ami, tu devrais l'inviter à monter. Mamie dit toujours que les amis sont les bienvenus. Mais s'il est ton petit ami. S'il est mon petit ami, quoi alors ? Tu dois décider si tu l'aimes vraiment ou s'il est juste confus. Parce qu'un petit ami confus te rend triste, et je n'aime pas quand tu es triste. » Sophia serra son fils dans ses bras, émerveillée par la sagesse d'un enfant de 6 ans. « Et toi, tu penses qu'il est quoi ?» Lui réfléchit quelques secondes, regardant Julien par la fenêtre. « Je pense qu'il est un ami qui voulait être un petit ami mais qui a eu peur. Comme Rouen dans ma classe. Il aime Isabella mais fait semblant de ne pas l'aimer parce que les autres garçons se moqueraient de lui. Tu es très intelligent, tu sais ça. Mamie le dit toujours. Elle dit aussi, les adultes peuvent être plus bêtes que les enfants parfois. » Sophia rit, regardant toujours Julien en bas dans la rue. « Tu sais quoi ? Ta mamie a raison. » Julien resta sur le trottoir encore 10 minutes, puis monta dans sa voiture et partit. Sophia resta à la fenêtre, pensant aux mots de son fils et aux sentiments complexes qu'elle n'était pas tout à fait sûre de nommer. Luis, qui était retourné à ses jouets, appela depuis le salon, « Maman, s'il revient demain, est-ce que je peux lui parler ?» Les adultes confus ont parfois besoin de l'aide des enfants. Sophia secoua la tête, souriant. Son fils avait raison. Les adultes compliquent souvent des choses simples. Le lundi suivant, Julien se présenta au bureau de Sophia avec une proposition inattendue. « Voulez-vous déjeuner dehors ? J'ai besoin de vous parler d'une affaire, mais loin du bureau. » Sophia le regarda, sentant quelque chose de différent dans son attitude. Il semblait moins sur ses gardes, plus humain. Quel genre d'affaire ? Le genre qui ne peut pas être résolu avec la jurisprudence. Ils allèrent dans un petit café en centre-ville, loin des restaurants haut de gamme où Julien allait habituellement. C'était un endroit simple avec des tables en bois usé et un menu écrit à la craie, le genre d'endroit où Sophia se sentait à l'aise. Julien commanda un sandwich qu'il toucha à peine. Sophia mangea sa salade tout en l'observant jouer nerveusement avec une serviette. « Alors, dit-elle après quelques minutes de silence, quel genre d'affaire vous rend si nerveux ? » « Je suis l'affaire. » Elle arrêta de manger et attendit. « Sophia, je ne sais pas comment gérer ce que je ressens. » « Et que ressentez-vous » Julien prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à une confession en salle d'audience. « Depuis que vous êtes entré dans ma vie, tout a changé. Ma façon de travailler, de penser, d'exister. Et ça me fait peur. » « Pourquoi ça vous fait peur ? » « Parce que je n'ai jamais ressenti ça avant. Je n'ai jamais admiré quelqu'un autant. Je n'ai jamais voulu aussi fort être près de quelqu'un, entendre ce qu'il pense, comprendre comment il voit le monde. » Sophia posa sa fourchette et lui accorda toute son attention. « Êtes-vous confus parce que vous êtes tombé amoureux, ou parce que vous êtes tombé amoureux de moi ?» La question le prit au dépourvu. Quelle est la différence ? La différence, c'est que peut-être vous n'êtes pas habitué aux femmes qui n'ont pas besoin de vous, juste du vrai vous. Julien fronça les sourcils. Que voulez-vous dire ? Les femmes que vous avez connues avant, elles avaient besoin de votre statut, de votre argent, de votre influence. Moi, je n'ai besoin de rien de tout ça. Et ça vous laisse sans repère, n'est-ce pas ? Il resta silencieux quelques secondes, absorbant ces mots. Peut-être que vous avez raison. Ce n'est pas un être. Vous avez passé toute votre vie à être nécessaire aux gens pour les mauvaises raisons. Avec moi, vous êtes juste vous, Julien. Pas le PDG, pas le riche, juste l'homme intelligent qui pose de bonnes questions et rit parfois à mes mauvaises blagues. Vos blagues ne sont pas mauvaises. Si, elles le sont. Mais vous riez quand même. Ils sourirent tous les deux, et la tension dans l'air s'adoucit un peu. Donc c'est ça, dit Julien. Je suis confus parce que vous me faites sentir à la fois inutile et essentiel en même temps. Exactement. Vous n'avez pas à être autre chose que vous-même, et ça vous terrifie. C'est vrai, parce que ça signifie que si vous m'aimez, c'est pour moi, et si vous ne m'aimez pas, c'est aussi pour vous. Julien hocha la tête, reconnaissant la vérité claire et incisive dans ses mots. Et à propos du baiser, dit-il enfin, abordant ce qui restait entre eux.
Je crois vraiment que c'était inapproprié. Vous travaillez pour moi maintenant, et je ne veux pas que vous vous sentiez sous pression ou mal à l'aise. Sophia inclina la tête, l'étudiant. Alors devriez-vous réfléchir un peu plus avant d'embrasser les gens. Ou m'avez-vous embrassé par admiration? Non, je vous ai embrassé parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais imaginer rien de plus juste au monde. Et après ça? Après ça, la peur a pris le dessus. Peur de compliquer les choses, de vous perdre comme collègue, je ne sais pas, de ne pas être assez. Sophia s'adossa à sa chaise, un doux sourire sur les lèvres. Julian, vous êtes beaucoup de choses. Intelligent, dévoué, parfois têtu comme une mule. Mais pas assez? Jamais. Alors pourquoi ai-je l'impression que je le suis? Parce que vous apprenez à être avec quelqu'un qui ne veut rien de vous sauf votre compagnie. C'est effrayant. Ils finirent le déjeuner en parlant du travail, mais quelque chose avait changé entre eux. Il y avait un nouveau sentiment de compréhension, une sorte d'honnêteté qui n'était pas là avant. Lorsqu'ils retournèrent au bureau, Julian marcha avec elle jusqu'à son bureau. Sophia, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Ressentez-vous quelque chose pour moi? Elle le regarda pendant quelques secondes. Je suis désolé, mais je suis confuse aussi. Et contrairement à vous, je n'ai pas le luxe d'embrasser quelqu'un et de dire ensuite que c'était une erreur. Quand vous aurez compris ce que vous voulez vraiment, faites-le moi savoir. D'ici là, nous sommes collègues. De bons collègues. Ce soir-là, chez elle, Sophia était plus silencieuse que d'habitude. Lui s'était déjà endormi, et elle aidait sa mère, Elena, à plier le linge dans le salon. Tu sembles différente, dit Elena, observant sa fille. Différente comment? Triste, pas le genre de tristesse qui fait pleurer, mais celle qui vient de trop réfléchir. Sophia sourit. Sa mère avait toujours une manière de lire ses humeurs avec une précision chirurgicale. Je vais bien, maman. Je travaille juste sur quelques changements. Quel genre de changement? Le travail, des trucs personnels, un peu de tout. Elena arrêta de plier les vêtements et s'assit à côté de sa fille. Parle-moi. Le travail va super bien. Mieux que ce que j'attendais. J'ai obtenu le poste que j'ai toujours voulu. Je fais ce que j'aime, et je suis bien payé. Mais, mon patron est compliqué. Compliqué comment? Sophia soupira. Il est intelligent, respectueux, il me valorise professionnellement, et je ressens quelque chose pour lui. Et lui, ressent-il quelque chose pour toi? Je pense que oui, mais il fait des allers-retours. Il appelle ses propres sentiments une erreur. Elena hocha la tête, comme si tout devenait soudain clair. Oh, je vois. C'est l'un de ces hommes qui ne savent pas comment gérer une femme forte. Ce n'est pas ça, maman. Il admire ma force. Le problème, c'est que je pense que ça le rend peu sûr de lui. Et toi, que ressens-tu? Je suis confuse. Parce que je tiens à lui. Mais je ne sais pas s'il me veut vraiment ou s'il m'admire juste. Et je ne suis pas sûr de vouloir m'impliquer avec quelqu'un qui ne comprend même pas ses propres sentiments. Elena serra sa fille dans ses bras. Ma chérie, parfois les hommes mettent plus de temps à comprendre leur cœur. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'on leur a appris que les sentiments sont une faiblesse. Alors, que dois-je faire? Tu continues d'être toi-même. S'il est intelligent, il réalisera qu'il a trouvé quelque chose de rare. Et sinon, c'est sa perte. Tu as déjà prouvé que tu n'as besoin de personne pour être heureuse. Sophia sourit, se sentant un peu plus légère. Merci, maman. De rien, et Sophia, même si tu te sens incertaine, tu rayonnes. Ça veut dire quelque chose. Ce soir-là, Sophia s'endormit en pensant aux mots de sa mère et à cette conversation avec Julian. Être qu'Elena avait raison. Parfois, il suffit d'être soi-même et de laisser le reste se dérouler de lui-même. Dans les jours qui suivirent ce déjeuner, Julian fit exactement ce à quoi Sophia s'attendait, il prit ses distances. Il redevint le PDG distant et posé, lui parlant avec le genre de professionnalisme froid qu'il avait maîtrisé au fil des années. Lors des réunions, il l'appelait Mademoiselle Alvarez. Dans les couloirs, il hochait poliment la tête mais ne s'arrêtait pas pour parler. C'était comme si l'honnêteté de ce déjeuner l'avait tellement effrayé qu'il se cachait derrière la même armure professionnelle qu'il portait depuis 15 ans. Sophia le remarqua tout de suite et répondit de la seule manière qu'elle connaissait, avec dignité. S'il voulait de la distance, elle lui donnait de la distance. S'il préférait la formalité, elle serait parfaitement formelle. Mais elle commença aussi à se retirer du soutien informel qu'elle lui apportait. Quand Julien laissait des documents sur son bureau avec des post-it demandant son avis, elle répondait par courriel, techniquement parfait, détaillé, mais sans les commentaires ludiques qu'elle ajoutait autrefois. Quand il essayait d'entamer une conversation sur une affaire, elle répondait clairement et professionnellement et retournait immédiatement au travail. Le changement ne passa pas inaperçu au bureau. Emma dit à Michael que l'ambiance entre le patron et sa nouvelle conseillère était devenue étrangement formelle. Ethan,
Toujours fier d'avoir repéré le talent de Sophia, remarqua qu'elle ne faisait plus de blagues pendant ses explications juridiques. Le jeudi, Julien examinait un contrat lorsqu'il réalisa qu'il avait besoin de l'avis de Sophia sur une clause spécifique. Au lieu de marcher jusqu'à son bureau comme il le faisait avant, il envoya un courriel formel demandant un retour écrit. Sa réponse arriva 15 minutes plus tard. 3 paragraphes techniquement parfaits, totalement impersonnels. C'était exactement ce qu'il avait demandé, mais il manquait l'étincelle qu'il avait appris à apprécier dans son travail. Ce soir-là, seul chez lui, Julien se retrouva à chercher Sophia sur les réseaux sociaux. Pas quelque chose qu'il faisait habituellement, mais sa curiosité l'emporta. Son profil était simple, avec juste quelques photos, mais chacune racontait une histoire. Il y avait une vidéo de Louise datant de quelques mois, essayant de dire le mot jurisprudence pendant que Sophia riait en arrière-plan. Une autre montrait Sophia, expliquant un contrat d'assurance santé à un voisin âgé, utilisant des métaphores de recettes de gâteaux. Une photo la montrait assise dans la bibliothèque locale, entourée de vieux livres de droit, avec lui s'endormi sur ses genoux. C'était un monde complètement différent du sien, un endroit où le savoir était partagé librement, où l'intelligence était utilisée pour aider, pas pour rivaliser, un endroit où elle n'était pas seulement respectée, mais aimée. Le samedi, poussé par quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, Julien conduisit jusqu'au quartier de Sophia. Il n'avait pas de plan précis, juste un besoin inexplicable de mieux comprendre son monde. Il s'arrêta devant un petit organisme à but non lucratif appelé Unity Community Center. Par la fenêtre, il vit Sophia assise à une table ronde, entourée de plusieurs personnes. Elle gesticulait avec animation, expliquant quelque chose pendant que les autres prenaient des notes. Julien observa pendant quelques minutes. Il y avait quelque chose dans la posture de Sophia là, bas qu'il n'avait jamais vu au bureau, une aisance naturelle, une joie authentique. Elle ne jouait pas la professionnelle. Elle était simplement elle-même. Il prit une profonde inspiration et entra. Le groupe cessa de parler lorsqu'ils le virent. Sophia leva les yeux, visiblement surprise. « Julien, que faites-vous ici ? Je passais par là et je vous ai vu. » Un mensonge flagrant, et ils le savaient tous les deux. « Voici Julian Carter, » dit Sophia au groupe, « mon patron. » Le célèbre patron de la vidéo juridique virale, dit une femme plus âgée, souriant. « Je m'appelle Madame Clara. » Sophia nous expliquait les contrats de location. Julien salua tout le monde poliment, mais ses yeux revenaient sans cesse sur Sophia. « Puis-je vous parler une minute ?» Ils se retirèrent dans un coin de la pièce. « Sérieusement, que faites-vous ici ?» demanda Sophia, sans hostilité. « Je voulais comprendre. »« Comprendre quoi ? Comment vous faites ça ? Comment vous êtes-vous tout le temps ?» Sophia l'observa pendant quelques secondes. « Julien, vous avez conduit 40 minutes pour venir ici juste pour me demander ça ? Peut-être. Pourquoi ? » Il regarda le groupe, qui avait repris sa discussion, puis revint vers elle. « Parce que cette semaine, je suis redevenu celui que j'ai toujours été, et j'ai réalisé que je n'aime plus cette personne. Et qu'attendez-vous de moi à ce sujet ? Voulez-vous me laisser apprendre de vous ?» La question sortit plus vulnérable qu'il ne l'avait prévu. Sophia resta silencieuse un moment, puis sourit pour la première fois depuis une semaine. « Ça dépend. Êtes-vous prêt à écouter Madame Clara expliquer pourquoi son bail d'appartement est injuste, même si ça prend 2 heures ? Je le suis. Et à aider Madame Diego à comprendre pourquoi le garage ne peut pas lui facturer des travaux qu'il n'a pas approuvés ? Je le suis. Et à le faire sans vous sentir supérieur à qui que ce soit ici ? Julien regarda autour de lui, voyant pour la première fois non pas des gens ayant besoin d'aide, mais des personnes avec des connaissances et des expériences qu'il n'avait jamais imaginées. Je suis prêt à essayer. Sophia hocha la tête. Alors, prenez un siège. Madame Clara était en train de nous raconter comment elle a découvert toute seule qu'elle avait droit à une indemnisation qu'aucun avocat ne voulait calculer pour elle. Julien s'assit et, pour la première fois depuis des années, resta silencieux pour apprendre plutôt que pour enseigner. Pendant les 2 heures suivantes, il écouta des histoires qui le firent repenser tout ce qu'il croyait savoir sur la justice, l'intelligence et la valeur humaine. En quittant les lieux, Sophia demanda, « Alors, avez-vous appris quelque chose ? J'ai appris que vous n'êtes pas seulement intelligente, vous êtes sage, et il y a une grande différence entre les deux. Quelle est la différence ? L'intelligence résout les problèmes. La sagesse change les gens. » Pour la première fois depuis des semaines, ils se sourirent sans aucun mur entre eux. Le mercredi suivant, Sophia mentionna nonchalamment qu'elle donnerait une conférence au centre communautaire sur les droits des consommateurs pour tous. Cela faisait partie d'un projet qu'elle menait depuis 2 ans, enseignant des connaissances juridiques de base aux personnes qui ne pouvaient pas se permettre d'avocat. « Puis-je venir ? » demanda Julien, se surprenant lui-même par la spontanéité de sa question. « Vous ne trouverez pas ça ennuyeux ? Au contraire, je pense que j'ai besoin de voir à quoi ressemble une véritable défense des droits. » Le samedi après-midi, la petite salle du centre communautaire était bondée.
Environ 40 personnes occupaient les chaises en plastique, des jeunes mamans avec des bébés sur les genoux aux hommes retraités avec des carnets à la main. Julien s'assit au fond, observant Sophia monter sur la petite scène improvisée avec une aisance naturelle qu'il n'avait jamais vue dans un cadre professionnel. Elle portait un jean et une blouse simple, ses cheveux détachés, sans aucun des artifices soignés qui caractérisaient les présentations d'entreprise auxquelles il était habitué. « Bonjour à tous », commença-t-elle avec un sourire sincère. « Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que tout le monde devrait savoir, comment ne pas se faire avoir quand on achète quelque chose. » Des rires parcoururent la foule. « D'abord, mettons-nous d'accord sur une chose. Tout le monde ici s'est fait avoir au moins une fois. Moi, vous, même ce gentleman bien habillé au fond. » Elle fit un geste discret vers Julien, il s'est probablement fait avoir. D'autres rires suivirent, et Julien se sentit inclus, pas pointé du doigt. La différence, c'est que quand ça arrive à quelqu'un qui a de l'argent, il engage un avocat. Quand ça arrive à des gens comme nous, on s'énerve, on en parle à nos amis, et c'est tout. On acceptait la perte. Une femme plus âgée leva la main. Mais, Sophia, les avocats sont chers. Que sommes-nous censés faire? Madame Lucia, c'est exactement de ça que je suis ici pour parler aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un avocat pour tout. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître vos droits. Pendant l'heure suivante, Sophia expliqua des concepts complexes en utilisant des exemples du quotidien. Elle parla des garanties en les comparant à des relations qui ne fonctionnent pas, des taux d'intérêt abusifs en les comparant à des prêts entre amis, et des contrats trompeurs en utilisant des recettes qui cachent des ingrédients comme métaphores. Julien observa, fasciné par la manière dont elle traduisait le jargon juridique en un langage clair et relatable sans perdre en précision technique. Plus important encore, il remarqua comment les gens la percevaient, non pas comme quelqu'un de supérieur faisant de la charité intellectuelle, mais comme une véritable alliée. Quand un jeune homme demanda comment contester une facture erronée, Sophia ne se contenta pas d'expliquer les étapes. Elle écrivit une lettre type au tableau, et donna des conseils sur le ton, et sur comment construire un bon argument. L'éducation est le seul type de pouvoir que personne ne peut vous enlever, dit-elle en concluant la session. Et connaître vos droits fait partie de cette éducation. Ne laissez personne vous dire que c'est trop compliqué pour vous comprendre. Si j'ai pu apprendre en nettoyant des bureaux et en lisant des livres empruntés, vous le pouvez aussi. Le public éclata en applaudissements. Plusieurs personnes vinrent ensuite poser des questions spécifiques, la remercier, ou simplement discuter. Julien observa Sophia accorder à chaque personne la même attention et le même respect, peu importe la taille de leurs questions. Une femme âgée prit les mains de Sophia et dit, « Ma chérie, vous êtes un ange dans nos vies. Sans vous, je n'aurais jamais résolu ce problème avec la compagnie de téléphone. Madame Navarro, c'est vous qui l'avez résolu. Je vous ai juste montré le chemin. » Quand la foule se dispersa enfin, Julienne s'approcha. C'était incroyable. C'était juste une conférence de base. Non, c'était bien plus que ça. Ils marchèrent vers le parking en silence. Julienne semblait plongée dans ses pensées. « Puis-je vous poser une question ?» dit-il enfin. « Bien sûr. Comment faites-vous pour être aussi importante dans la vie des gens sans même vous en rendre compte ?» Sophia s'arrêta de marcher. « Julien, je ne suis pas importante. Je partage juste ce que je sais. C'est exactement ça. Vous ne gardez pas le savoir pour avoir du pouvoir sur les gens. Vous utilisez le savoir pour donner du pouvoir aux gens. » Il la regarda avec un mélange d'admiration et de quelque chose proche de la tristesse. « Vous êtes tout ce que je voulais être et que je n'ai jamais pu. Que voulez-vous dire? J'ai passé toute ma vie à accumuler des connaissances pour me démarquer, pour être meilleur que les autres. Vous utilisez les vôtres pour élever les gens. C'est l'opposé de tout ce que j'ai construit. » Sophia toucha doucement son bras. « Julien, il n'est pas trop tard pour changer la manière dont vous utilisez ce que vous savez. Vous pensez? J'en suis sûr. » À cet instant, lui sortit en courant du centre communautaire, suivi d'Elena. « Maman, tu es incroyable !» cria le garçon, se jetant dans les bras de Sophia. « Luis, voici Julien. Julien, mon fils Luis et ma mère Elena. » Luis regarda Julien avec des yeux curieux. « Vous êtes le gars avec la voiture noire, celui qui est toujours confus. » Luis, réprimanda Sophia, embarrassée. Julien rit. « Ouais, c'est moi, le confus. » Elena tendit la main avec un sourire chaleureux. « Enchanté de vous rencontrer, Julien. Sophia parle beaucoup de vous. J'espère que c'est tant bien. C'est le cas. Elle dit que vous êtes très intelligent, mais que vous devez encore apprendre à faire confiance à vos sentiments. » Sophia rougit. « Maman. Quoi, c'est vrai. » Elena se tourna vers Julien. « Puis-je vous donner un conseil, mon garçon? S'il vous plaît. Ma fille n'est pas compliquée. Elle n'acceptera simplement pas d'être traitée comme un second choix. Si vous l'aimez, soyez assez courageux pour l'admettre. Si ce n'est pas le cas, soyez assez honnête pour la laisser avancer. » Julien hocha la tête, touché par l'honnêteté douce d'Elena.
Merci pour le conseil, Madame Elena. De rien. Et maintenant, vous venez tous les deux dîner avec nous. J'ai fait des lasagnes pour une armée, et je n'accepte pas de refus. Lui s'attrapa la main de Julien. Vous aimez les lasagnes? Mamie fait les meilleures du monde. Julien regarda Sophia, qui haussa légèrement les épaules avec un sourire. On dirait que votre soirée est toute planifiée. On dirait bien. Et pour la première fois depuis des années, Julien se sentit vraiment chez lui. Le dîner chez Elena changea tout, non seulement pour Julien et Sophia, mais aussi dans la manière dont ils interagissaient. Dans les semaines qui suivirent, ils reprirent leur collaboration aussi naturellement qu'auparavant. Mais quelque chose avait changé. Il y avait une nouvelle sincérité entre eux. Chaque conversation semblait plus profonde. Chaque silence portait plus de sens. Julienne commença à se rendre régulièrement au centre communautaire, non pas en tant qu'invité, mais en tant que bénévole. Il découvrit que l'enseignement des contrats commerciaux aux petits entrepreneurs du quartier était plus gratifiant que de conclure n'importe quel contrat de plusieurs millions de dollars. Et Sophia observait cette transformation avec un mélange de fierté et de quelque chose qu'elle pouvait enfin s'avouer à elle-même, de l'amour. L'événement annuel de Carter et Reed était prévu pour le vendredi. C'était une tradition, une soirée élégante où clients, partenaires et employés se réunissaient pour célébrer les réalisations de l'année. Julien donnait toujours le discours principal, un résumé technique des victoires et des jalons du cabinet. Mais cette fois serait différente. Ce matin-là, il alla chercher Sophia. « J'ai besoin que vous soyez là ce soir. J'aide toujours à organiser les événements. Bien sûr que je serai là. Non, j'ai besoin que vous soyez là en tant que vous, en tant que Sophia, pas en tant qu'employé. » Elle le regarda, perplexe. « Que planifiez-vous? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Ce soir-là, la grande salle de Carter et Reed avait été transformée, des lumières dorées, des arrangements élégants, une musique douce. Environ 200 personnes se mêlaient, sirotant des cocktails et discutant. Sophia arriva dans une robe noire simple mais élégante qu'elle avait achetée pour l'occasion. Elle portait une petite pochette et un sourire nerveux. Lui s'était à la maison avec Elena, après avoir fait promettre à sa mère de lui raconter tout sur la fête le lendemain. « Vous êtes magnifique, » dit Julien lorsqu'il la vit, et pour la première fois, elle ne prit pas cela comme une courtoisie professionnelle. « Vous êtes très élégant aussi. » Il portait un smoking noir parfait, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, moins rigide, plus humain. Pendant l'heure du cocktail, Sophia discuta facilement avec les clients et les collègues. Plusieurs la reconnurent comme la femme de ménage virale et elle répondit aux plaisanteries avec humour et grâce. Julien observait de loin, notant comment elle transformait chaque interaction en quelque chose de réel. Emma, la numéro 2 du cabinet, s'approcha de Sophia. « Puis-je confesser quelque chose? Quand j'ai entendu que Juliane vous avait promu, j'étais sceptique. Je pensais que c'était juste un coup de pub après que la vidéo est devenue virale. Et maintenant? Maintenant, je comprends pourquoi il dit que vous êtes la personne la plus intelligente du bureau et pourquoi il agit si différemment. Différemment comment? Plus humain, plus heureux, plus lui-même. » Quand vint le moment du discours, Julia monta sur la petite scène à l'avant de la salle. Il tapa doucement sur son verre pour attirer l'attention de tous. « Bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous une fois de plus. » La salle se tut, s'attendant au discours habituel sur les chiffres et les réalisations. Chaque année, je monte ici pour parler de nos victoires, des affaires que nous avons gagnées, des clients que nous avons acquis, des objectifs que nous avons dépassés, et chaque année, vous écoutez poliment pendant que je passe en revue les statistiques et remercie tout le monde pour l'effort d'équipe. Quelques rires doux parcoururent la salle. Cette année est différente, car cette année, j'ai appris quelque chose qui a complètement changé ma vision du succès. Julien trouva Sophia dans la foule. Elle se tenait près du mur latéral, tenant un verre de vin qu'elle avait à peine touché. J'ai appris que l'intelligence ne se mesure pas au diplôme, que le leadership ne dépend pas de la hiérarchie, et que la valeur ne se mesure pas au prix. Des murmures curieux commencèrent à se faire entendre. Vous savez tous que cette année a été la meilleure de l'histoire de notre cabinet, 68 affaires gagnées, 200 millions en contrats conclus, expansion dans 3 nouveaux États. Des chiffres impressionnants. Il fit une pause, les yeux toujours fixés sur Sophia. Mais rien de tout cela n'est arrivé parce que je suis une sorte de génie des affaires. Cela est arrivé parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris à voir au-delà des chiffres. Quelqu'un qui m'a montré que le vrai droit ne se passe pas toujours dans des salles de réunion avec vue sur la ville, mais dans des centres communautaires où les gens ordinaires apprennent leurs droits. La salle était maintenant complètement silencieuse, tout le monde écoutant attentivement. Cette personne m'a appris que le savoir n'est un pouvoir que lorsqu'il est partagé, que l'intelligence ne compte que lorsqu'elle élève les autres, et que le plus grand succès n'est pas de gagner une affaire de 60 millions de dollars. C'est d'aider une femme de 70 ans à comprendre pourquoi elle n'a pas à payer pour un service qu'elle n'a jamais souscrit. Julienne descendit de la scène et commença à marcher vers Sophia. Les gens s'écartèrent,
créant un chemin. Sofia Alvarez m'a appris que l'intelligence ne porte pas de costume, que la sagesse n'a pas d'adresse permanente, et que l'amour ne peut être acheté, négocié ou contrôlé. L'amour est reconnu, respecté, et construit chaque jour. Il s'arrêta devant elle. Les yeux de Sofia étaient remplis de larmes. Elle n'avait clairement pas prévu une telle déclaration publique. C'est pourquoi, devant vous tous, je veux faire 2 propositions. Julienne se tourna légèrement pour inclure le public, mais ses yeux restèrent sur Sofia. Première proposition. Sofia, voulez-vous être ma partenaire officielle, pas seulement une conseillère, mais une associée à part entière chez Carter & Reed, avec une part des bénéfices, des droits de vote sur les grandes décisions, et la responsabilité des projets sociaux que nous voulons lancer? La salle devint totalement silencieuse. Sofia hocha la tête, trop émue pour parler. Deuxième proposition, et celle-ci est la plus importante, voulez-vous être ma femme? Cette fois, le silence fut rompu par quelques soupirs audibles dans le public. Sofia regarda autour d'elle les visages souriants et pleins d'attente, puis se tourna vers Julian. Êtes-vous sûr? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Je suis plus sûr de ça que de n'importe quel contrat que j'ai signé. Elle sourit, les larmes coulant, enfin. J'accepte les 2 propositions. Mais j'ai besoin de poser une condition. Laquelle? Pas de fleurs coûteuses pour essayer de m'impressionner. Si vous voulez me donner quelque chose de spécial, je veux une bibliothèque. Une vraie bibliothèque avec des chaises confortables et un espace pour que Luis puisse étudier. Julian rit, prenant ses mains. Marché conclu. Une bibliothèque, des chaises, et tout ce que vous voulez. Il l'embrassa, et cette fois, il n'y avait rien d'inapproprié ou de confus dans ce geste. C'était le bon baiser au bon moment devant les bonnes personnes. Le public éclata en applaudissements et en acclamations. Emma pleurait, Michael souriait comme s'il venait de gagner une affaire importante, et Ethan filmait déjà tout pour les réseaux sociaux. Quand ils se séparèrent, Julian murmura à l'oreille de Sofia, « Il y a une dernière chose que je veux proposer. » Quoi donc? Je pense que vous devriez terminer votre école de droit. Sofia recula légèrement, surprise. Julian, je n'ai pas besoin d'un diplôme pour. Ce n'est pas une question de besoin. C'est une question de mériter une reconnaissance officielle pour ce que vous savez déjà. Et parce que je veux que vous ayez toutes les options possibles. Mais le temps, le travail, Luis, nous trouverons une solution pour tout ça. Votre mère peut aider davantage avec Luis. Vous pouvez étudier quand ça vous convient le mieux. Et si vous devez réduire votre charge de travail, nous le ferons. Ce qui compte, c'est que vous terminiez ce que vous avez commencé. Sofia réfléchit quelques secondes. L'école de droit avait été un rêve interrompu 6 ans plus tôt. L'idée d'obtenir enfin ce diplôme semblait toujours trop lointaine pour être réaliste. Pensez-vous vraiment que je devrais? Je pense que vous devriez faire ce qui vous semble juste. Mais je pense aussi que vous méritez d'avoir le choix. Et si j'accepte, promettez-vous de ne pas me presser ou de me faciliter les choses? Je le promets. Vous obtiendrez ce diplôme de la même manière que vous avez tout fait dans votre vie, avec du travail acharné, de l'intelligence et de la détermination. Sofia sourit. Alors, j'accepte. Je finirai l'école de droit. Même en sachant que ce sera beaucoup travailler, étudier, m'occuper de Luis. J'ai fait des choses plus difficiles, et cette fois, je ne le ferai pas seul. Julien l'embrassa à nouveau, et pour la première fois depuis des années, Sofia sentit que tous ses rêves n'étaient pas seulement possibles, ils étaient inévitables. Le lundi suivant, elle était au téléphone avec le bureau de l'école de droit, demandant des informations sur le processus de réinscription. Elena s'était immédiatement proposée pour aider davantage avec Luis, disant qu'il était temps pour sa fille de terminer ce qu'elle avait commencé correctement. Et pour la première fois, Sofia réalisa qu'avoir un partenaire ne signifiait pas dépendre de quelqu'un. Cela signifiait construire une vie ensemble où les rêves des deux avaient la place de grandir. 6 mois plus tard, dans le même centre communautaire où Julian avait appris la véritable signification de la justice, le mariage le plus inhabituel que Chicago ait jamais vu avait lieu. Les décorations ne venaient pas d'un magazine chic. Elles étaient faites des mains aimantes d'Elena, qui avait organisé un groupe de voisins pour transformer la petite salle en quelque chose de magique. Des fleurs du jardin de Madame Clara, des tissus empruntés à la couturière locale, des lumières installées par les électriciens du quartier, chaque détail était empreint d'histoire et de soin. Les chaises en plastique étaient décorées avec des rubans de tissu colorés. L'autel était une simple table recouverte d'une nappe brodée à la main par la grand-mère de Luis. Au lieu d'un service de traiteur coûteux, il y avait une table communautaire où chaque famille apportait un plat spécial. Julien arriva tôt, ajustant le costume simple qu'il avait choisi pour ne pas sembler déplacé. Il observa les derniers préparatifs avec un sourire qu'Emma, son ancienne employée et maintenant amie, décrirait plus tard comme s'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Les invités étaient un mélange improbable. Des avocats du cabinet assis à côté du personnel de ménage,
des clients fortunés discutant avec des voisins retraités, des étudiants en droit riant avec les enfants de la communauté. Ethan, bien sûr, filmait tout, pour créer ce qu'il savait déjà être la vidéo de mariage la plus virale de l'histoire juridique américaine. Quand la musique simple commença à jouer, une playlist que Luis avait aidé à composer, Julian prit sa place à l'hôtel improvisé. Pour la première fois depuis des années, ses mains ne tremblaient pas de nervosité. Il était exactement là où il voulait être. La porte s'ouvrit, et Sophia entra, bras dessus bras dessous avec Luis. Elle portait une robe blanche simple, achetée dans un magasin du quartier et ajustée par la couturière locale. Ses cheveux étaient détachés, avec une seule fleur fraîche, un tournesol que Luis avait insisté pour choisir, disant « Ma maman brille comme le soleil ». Luis portait un petit costume bleu marine qui le faisait ressembler à un minuscule avocat. Il portait un coussin avec les alliances, marchant avec une expression sérieuse qui fit rire toute la foule à travers leurs larmes. Julian regarda Sophia avancer vers lui et comprit enfin le sens du mot maison. Ce n'était pas un lieu. C'était une personne. C'était cette femme qui avait changé toute sa vie avec sa sagesse, son humour, et une générosité qui l'apprenait encore à égaler. Quand elle atteignit l'hôtel, Luis tendit les alliances à l'officiant, le professeur Bianchi, le même homme qui avait prêté à Sophia ses premiers livres juridiques des années auparavant. Avant les vœux traditionnels, Sophia surprit tout le monde en disant « J'aimerais dire quelques mots ». Elle se tourna vers la foule, tenant les mains de Julian. Pendant longtemps, les gens m'ont connue comme la femme de ménage qui connaissait le droit. Et c'est bien. Je nettoie vraiment des choses. Mais au fil des ans, j'ai réalisé que je ne nettoyais pas seulement des sols. Sa voix était ferme, pleine d'une émotion discrète. J'ai nettoyé les jugements, mes propres jugements sur ce que je pouvais ou ne pouvais pas accomplir, les jugements des autres sur ce que signifie être intelligent, réussir, valoir quelque chose. Elle regarda Julian. Et j'ai aidé quelqu'un de très spécial à nettoyer ses jugements aussi, sur ce que signifie diriger, aimer, et être vraiment heureux. Elena pleurait silencieusement au premier rang. Madame Clara agitait son mouchoir. Emma et Michael échangeaient des regards émus. Quand vint le moment d'échanger les alliances, Luis s'avança solennellement vers Julian et murmura quelque chose que le micro capta. « Maintenant, vous êtes aussi notre assistant, d'accord ?» La foule éclata de rire. Julian s'agenouilla pour être à la hauteur de ses yeux. « J'accepte le poste, mais pouvons-nous parler du salaire ?»« Bien sûr, mais je ne prends pas d'argent. Juste des glaces et des sorties au parc. » Marché conclu. Ils scellèrent l'accord avec une poignée de main formelle qui fit rire tout le monde à nouveau. Quand ils s'embrassèrent enfin en tant que mari et femme, ce fut sous une pluie de pétales de fleurs apportées par les enfants du quartier. Le baiser fut long, doux, et rempli de promesses qui n'avaient pas besoin d'un contrat pour être tenues. Alors que la fête commençait avec de la musique, de la nourriture faite maison, et des histoires qui se répandaient de table en table, Sophia et Julian s'écartèrent un moment pour tout absorber. « Des regrets ?» demanda T, plaisantant. « De vous épouser ? Jamais. De le faire dans un endroit où tout le monde va avoir des opinions sur notre vie ? Toujours pas. Pourquoi pas ? Parce que maintenant, ils sont notre famille, et la famille veille les uns sur les autres. » Julien l'embrassa à nouveau, sachant qu'il avait trouvé non seulement une épouse, mais une toute nouvelle façon de vivre une vie où l'intelligence se mesurait par la profondeur de l'amour, le succès par l'aide apportée aux autres, et le bonheur était aussi simple que de partager une glace avec un garçon de 6 ans qui venait de gagner un beau-père prêt à être son assistant.